À l'origine, j'avais prévu de réduire cette interview à 20 minutes, mais plus je la montais et moins j'avais envie de le faire. La personne que je veux vous présenter aujourd'hui me semble être quelqu'un de tellement passionnant, avec une expérience de vie tellement hors du commun, je veux vraiment vous partager ça autant que possible. L'histoire a changé sa vie. Il est devenu aujourd'hui un beau conteur d'histoire, mais ce n'est pas sa caractéristique principale. Alors je laisse l'interview en entier, je vais rajouter peu d'images pour que vous puissiez l'écouter, un peu comme un podcast. N'hésitez pas à réagir en commentaire, abonnez-vous, et j'espère que vous trouverez cet échange aussi intéressant qu'il l'a été pour moi. Donc je suis Ali Rakib, je suis sourceur de profession. Donc je vais à la source des matériaux, principalement des textiles, mais ça peut être des cuirs, des peaux ou même des métaux, des pierres, de l'or ou autre, pour des grands groupes comme Chanel, LVMH, Hermès ou autres. Porteur de projets associatifs pour la sauvegarde des patrimoines immatériels de l'humanité, les traditions, les us et les coutumes, et originaire d'une famille de Berbères du sud du Maroc qui m'ont toujours transmis cet amour du patrimoine immatériel et des us et des coutumes qui chez nous sont en voie de disparition et qui finalement le sont partout dans le monde. Je crois savoir que la presse t'a surnommé le chasseur de tissus. On m'a appelé un peu. Ce qui est quand même assez classe. Chasseur de tissus, Indiana Jones, on a un peu tout dit. Ouais. Et pourquoi du coup comment c'est venu du coup ce terme de chasseur de tissus ? C'est la première fois. Qu'est-ce que ça t'a... La première fois, c'était suite à une mission que m'avait confiée Dior pour un tissu, en fait une maille en laine cachemire qu'il ne retrouvait pas, mais qu'il fallait absolument reproduire pour un projet spécial. Et j'étais pas encore reconnu, parce que je suis toujours pas connu dans ce milieu-là, mais je suis reconnu par certains. Et dans le désespoir, ils m'ont demandé ce que j'en pensais. Donc j'ai un peu regardé cette maille. Et le fait d'avoir été pendant 10 ans membre de l'association Fief et Chevalerie et d'avoir travaillé sur la reconstitution historique, notamment des textiles, c'était déjà un peu mon dada. J'ai reconnu cette maille comme étant inexistante en France depuis les années 80, mais cependant toujours localisable en Mongolie. Donc je suis parti en Mongolie pour aller retrouver finalement ce savoir-faire. Je suis passé par une partenaire qui s'appelle Saranguerel qui a fait l'interface. Et on a pu recréer finalement ce manteau. Donc c'était un manteau des années 70. Et donc c'était le côté, d'abord la phase introuvable, on n'a pas de solution, on ne sait pas quoi faire. Et ensuite un peu le chasseur de primes qui retrouve le savoir-faire, l'artisanat, et qui reconstitue, qui source en fait le savoir-faire. Okay. Alors du coup tu parlais de Fief et Chevalerie, tu parlais de ton passé. Finalement l'origin story d'Ali c'est quoi ? Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui à un moment t'a fait tomber dans le tissu ? T'as fait tomber dans le tissu et puis dans le reste, puisque finalement il y a d'autres choses, comme tu disais, il n'y a pas que le tissu, même si le tissu est devenu emblématique. Alors, c'est multifactoriel, du coup je vais un peu prendre ça en freestyle. Le fondateur de Fief et Chevalerie, notre bien-aimé Philippe Ghisolfo, s'il nous regarde, il nous regarde de là où il est, de sa toute-puissance. Philippe était mon collègue de travail à la mairie d'Elancourt. Donc j'étais travailleur social. J'accompagnais des jeunes sortis de prison, des filles tombées enceintes trop jeunes, des personnes qui s'étaient vraiment coupées un peu de toute institution pour un peu leur remettre le pied à l'étrier par des ateliers, des simulations d'entretien ou juste de l'accompagnement pour de la formation, pour du travail, etc. Donc j'avais mon bureau à la mairie d'Elancourt, j'avais mon nom sur le bureau gravé sur la porte, vraiment le fonctionnaire de base, sauf que moi je détestais rester entre quatre murs et j'estimais que mon public qui venait me voir est un public qui savait déjà plus ou moins se débrouiller et que j'avais pour mission d'aller chercher mon public qui n'osait pas venir en mairie, qui avait des problèmes ne serait-ce que pour rentrer dans un bureau de poste, qui était vraiment un peu coupé socialement de toute institution. Et pour ce faire, j'allais régulièrement voir Philippe, mais d'abord en tant que collègue pur, ce n'était pas encore un ami à l'époque, c'était un collègue parce qu'il était directeur du point accueil jeunesse, le PAGE. Et je voulais savoir qui, parmi la population des jeunes Elancourtois, Elancourt c'était la ville où on travaillait et où j'ai grandi, donc qui parmi la population qui fréquentait son page, et donc quelle était la part de population qui la fréquentait et quelles étaient les personnes identifiées de cette tranche d'âge-là qui ne fréquentaient pas son page. Et à force de le voir pour parler de ça, on a fini par tisser des liens d'amitié et se raconter un peu notre vie, ce qu'on a mangé à midi, etc. Et un jour, comme d'habitude, le page ferme à 19h et on prend un café, c'est là qu'on commence un peu
à retirer notre casquette de professionnel et à parler comme des potes, quoi, comme des amis. Et je lui ai dit, tu sais Philippe, moi il y a un truc qui me prenait quand j'étais gamin, c'était l'histoire. Quand la maîtresse en école primaire a commencé à me parler des Gaulois, des hommes préhistoriques, peu importe, il ne fallait même pas que les camarades d'à côté me perturbent parce que j'étais plongé dans l'histoire, quoi. Un peu comme les dessins animés qu'on avait à l'époque, on avait La Vie, où tu voyais les personnages rentrer dans l'histoire. Tu avais la série Highlander, où à un moment donné, tu as des flashbacks, il retourne dans un moment de son passé. Et puis on avait beaucoup de dessins animés façon Raon, qui nous ramenaient aussi à la préhistoire. On était baignés un petit peu dans cet amour en fait, de l'histoire avec un grand H. Et moi, j'ai expliqué que j'avais un truc particulier avec le Moyen-Âge. C'est que j'avais des fois des rêves la nuit où je me voyais au Moyen-Âge. Et il me disait, tu sais quoi, Ali, ça tombe bien, je suis président d'une association de reconstitution médiévale. Je dis, ouais, c'est ça, comme par hasard. Il dit, non, sérieux, d'ailleurs, demain c'est jeudi soir, et tous les jeudis soirs, on se réunit, et tu vas nous voir, et tout, c'est à Montigny-le-Bretonneux. Bon, là, j'ai commencé à le croire. J'ai dit, c'est quand même particulier. Hein. Ok, je vais bien t'accompagner. Donc, je pensais que c'était une association de collectionneurs qui s'achetaient à des prix exorbitants des pièces de l'époque pour les regarder toute la soirée. Alors qu'en fait, non, c'était des gens comme toi, comme moi, des enseignants, des chômeurs, des étudiants, des médecins qui venaient en fait partager cette passion de la reconstitution médiévale et qui revenaient fabriquer de leurs mains certaines choses ou faire fabriquer par des mains expertes certaines choses et qui n'étaient pas seulement focalisés sur l'objet, mais sur le sens qu'on donne à l'objet, sur la symbolique qu'on donne à l'objet, sur la philosophie de l'époque, sur la cuisine de l'époque, sur la musique de l'époque. Et ça a duré 10 ans, quoi. Et ça a dérapé. Ça a bien dérapé. Et ça a duré 10 ans. Et du coup, comment est-ce que tu es passé de cette expérience finalement de la reconstitution historique à ce que tu fais aujourd'hui? Alors d'abord, à l'époque où j'étais dans la reconstitution, j'ai un peu fait comme tout le monde. Donc j'ai essayé ce que tout le monde essayait, le cling cling schlang schlang. Voilà, donc on se bastonnait, on se mettait des coups d'épée, des coups de hache. J'ai bien laissé s'exprimer mon côté viril néandertalien. J'ai tout de suite compris en fait que c'était pas mon dada. C'est là que Sébastien Cossereau, donc qui fait le personnage mongol, m'a fait découvrir l'art de l'arc composite, qui en fait était carrément en phase avec mon personnage mamelouk Ayoubide. Et je me suis en fait rendu compte que j'adorais tirer à l'arc, que je savais tirer à l'arc, et que j'étais capable de tirer à l'arc pendant des heures et des heures à m'en faire saigner les avant-bras, quoi, avec le passage de la corde. Et j'adorais ça, quoi. Donc je me suis dit, ok, je vais peut-être rester un peu en mode combattant, mais pas forcément combattant corps à corps. Et c'était tant mieux, parce qu'en fait, pour rester un peu dans la reconstitution philosophique d'un personnage, les Ayyoubides n'étaient pas adaptés au combat frontal. Ça, c'était plutôt les Occidentaux. Nous, on était plutôt dans le je harcèle, je tire à l'arc à cheval, et puis je repars, et puis je reviens, et puis je repars, et puis j'adorais en plus l'équitation. Donc, quand on m'a mis sur un cheval, je suis parti au galop sans les mains, et je suis revenu, on m'a demandé, t'étais galop combien? J'aurais dit, je sais pas ce que ça veut dire. J'avais jamais galopé de ma vie avant ce jour-là. Et puis avec l'expérience, et puis avec l'âge qui passe aussi, on a un peu moins envie de prouver ce qu'on a entre les jambes. On a plus envie de faire des choses qui nous plaisent, juste parce qu'elles nous plaisent. Et je me suis pris quand même d'amour pour les textiles. Je me suis dit, attends, les textiles quand même, t'en as pas qu'en temps de guerre. T'en as en temps de paix, t'en as quand tu dors, t'en as quand tu te lèves, t'en as quand tu nais, t'en as quand tu meurs, les tissus mortuaires. Et c'est un peu une des rares traces archéologiques que l'histoire nous a laissées pour étudier les mœurs et les coutumes de l'époque. Le métal ça rouille, le bois ça se décompose. Le textile ça tient le coup dans une certaine mesure, surtout de mon côté reconstitution ayoubide égyptienne avec la sécheresse du sol. On a des lins qui datent de l'époque, enfin j'ai pas le nom des époques égyptiennes, mais bon, on est très anciens égyptiens, 2000, 3000, 4000 ans avant Cléopâtre, quoi. Et puis voilà, j'ai commencé un peu à me documenter sur les textiles de toute époque. Je suis même parti jusqu'à Otzi et son fameux... Attends, il y a l'orage qui va... Ouais, Qu'est-ce qu'on fait? On continue à parler ou on attend qu'il pète? C'est pas grave, il va nous faire sursauter. Donc je suis allé jusqu'à... Voilà, c'était ça.
Oui, donc dans ma recherche de tissus historiques en règle générale, j'ai un petit peu élargi, voire carrément élargi les frontières temporelles du Moyen-Âge et du XII-XIIIe siècle dans lesquelles fief et chevalerie étaient cantonnés pour aller chercher tout type de textile. Je voulais surtout apprendre la méthodologie de l'étude des textiles médiévaux, quoi, et de la restauration des textiles médiévaux. J'ai pas mal travaillé sur, enfin, pardon, j'ai la grosse hérésie, j'ai pas travaillé parce que je suis pas du tout conservateur textile, mais j'ai étudié la façon d'étudier les textiles, j'ai étudié la façon de reconstituer, la façon d'entretenir ces fameux textiles. J'ai un peu suivi l'enquête sur le Saint-Suaire. Et j'ai étudié aussi le travail qu'ont fait les chercheurs sur le fourreau de couteau de Otzi, qui était fait en tissu d'ortie. Je me suis dit, attends, quoi, c'est jusqu'au Chalcolithique qu'on a trouvé des traces de tissage, ce qui signifie qu'on a su filer, ce qui signifie qu'on a su carder, qu'on a su travailler la fibre d'ortie, qu'on a su la sélectionner. C'est quand même, du point de vue évolution scientifique, assez dingue, quoi. Ça m'a plus perturbé de voir le fourreau de couteau en ortie d'Otzi que sa hache en cuivre, qui a donné le nom à l'époque, le Chalcolithique. Donc je me suis tout de suite rendu compte que moi et les textiles, il y avait une belle histoire. Et puis après, en discutant un petit peu avec ma famille, il y a ma maman qui m'a un peu raconté son histoire. Elle a perdu sa mère au tremblement de terre d'Agadir, donc elle avait 6 ans, c'est dans les années 60. Et elle a pu, malgré tout, avec une vie un peu de Cosette dans les bidonvilles d'Agadir, se débrouiller plus ou moins toute seule sans aller à l'école, grâce à la broderie. Donc elle s'est auto-formée à la broderie, et à l'âge de 14 ans, elle a commencé à donner des cours de broderie et réaliser des commandes pour des personnes riches de la ville d'Agadir. Et elle a pu finalement s'auto-financer, s'acheter à manger, à boire, et accompagner aussi son petit frère qui avait 3 ans moins qu'elle dans sa vie. Donc quand même, le textile, c'est un peu notre histoire familiale. D'accord. Une partie que je connaissais pas. La deuxième partie, je la connais. Je sais pas toi. Non, mais c'est cool. C'est ça, c'est cool. Ouais, parce que moi, du coup, c'est aussi pour ça que je suis là. C'est que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un passage entre t'aimes l'histoire, comme beaucoup de gens finalement en France. Quelqu'un t'a plongé dedans, dans l'histoire vivante, dans en fait, tu peux l'expérimenter, tu peux la vivre, tu peux la faire quelque chose. Et ensuite, en t'en servant un peu de tremplin, tu as réussi aujourd'hui à t'accomplir, entre guillemets, à faire ce que tu fais, qui te plaît énormément et tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas connu. Tu peux quand même, dans la mode, dans le luxe, dans tous les milieux qui utilisent le tissu comme support principal, tu es quand même assez reconnu aujourd'hui. Alors, on me reconnaît plus comme anthropologue, ouais. Ce qui me gêne parce que je ne suis pas encore anthropologue. Je suis je suis dans un projet de soutenance de thèse avec le HESS et vu les circonstances actuelles du monde, c'est pas demain la veille que je vais pouvoir enfin la soutenir. Je suis encore en mode recherche en ce moment sur la différence entre des patrimoines qui disparaissent et des patrimoines qui s'éteignent. J'ai un terrain à faire à ce niveau-là aux États-Unis, en Papouasie et au Cameroun, donc c'est pas encore fait. Et j'ai vraiment le souci du respect de la place aussi du chercheur et de la place du diplômé, de la place du scientifique. Donc j'insiste souvent pour dire que je ne suis pas encore anthropologue, mais bon, j'ai un peu lâché l'affaire quand j'ai compris le fonctionnement des médias. On dit aussi que j'ai grimpé l'Annapurna, ouais. Ce qui est faux. Je suis allé au dernier camp de base, ce qui était une belle performance, certes, mais dire qu'on a grimpé l'Annapurna signifie qu'on est arrivé jusqu'au pic. Il y a 40% de décès chez des alpinistes professionnels. C'est pas moi avec mes Adidas qui va réussir à mon grimper au sommet, quoi. Mais il y a toujours un côté, il faut vendre la pige, il faut vendre le papier. Voilà, donc je tiens toujours à le préciser. Ouais. Donc oui, on me connaît plus en tant qu'anthropologue plutôt qu'en tant que sourceur textile. Par contre, mes clients m'appellent avant tout pour de la recherche matière et pas tant pour le côté anthropologue. Il y a une question qui est intéressante, c'est pourquoi est-ce que selon toi, l'histoire nous parle à travers le tissu ? Tu as commencé un petit peu à évoquer cette question tout à l'heure, de dire que finalement, avec Otzi, avec cette conservation possible du tissu, il y avait un vrai rapport entre le tissu et l'histoire. Mais pourquoi est-ce que toi, dans les aventures que tu as pu vivre, dans les gens que tu as pu rencontrer, tu t'es rendu compte que, on en a parlé souvent, donc je sais que je peux le dire,
Tu t'es rendu compte qu'en fait l'histoire était vivante à travers le tissu, bien au-delà de ce qu'on imagine généralement, parce que pour nous, en Europe, le tissu, à part quelques férus, des passionnés, le tissu reste une matière très utilitaire finalement. C'est les vêtements qu'on met, on va se dire que c'est du beau tissu, mais ça va s'arrêter là. Il y a peu de gens qui vont vraiment comprendre, essayer de chercher ce qu'il y a derrière ce tissu et son histoire, la façon dont c'est fait. Et du coup, comment est-ce que toi, tu t'es rendu compte de ça? euh, dans quelles circonstances? Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu une espèce de déclic et te dire waouh, il se passe un truc? Et dans les expériences que tu as pu vivre, avec les gens que tu as pu rencontrer, à quel moment tu t'es rendu compte que l'histoire te parlait? Alors, je vais te donner deux réponses. Une réponse d'ancien reconceux, une réponse d'actuel entrepreneur textile. Aujourd'hui, si j'ai choisi le textile pour entreprendre, c'était par pure raison utilitariste. C'est un peu comme ça que tu l'as qualifié, le textile. C'est un produit utilitaire. Il me fallait, pour sauvegarder les patrimoines immatériels de l'humanité, donner de l'autonomie financière à des artisans du monde, notamment aux femmes, sur le dos desquels le poids des sociétés s'accable, pèse lourd, mais en même temps, on ne leur fout pas la paix, quoi. On ne les laisse pas travailler là où elles ont envie de travailler, notamment dans le domaine des arts ou de la culture. En général, une femme qui tisse ou qui brode, on lui fout la paix. Et c'est généralisé un peu partout dans le monde, y compris dans les pays ultra misogynes. Je me suis dit, ok, j'ai trouvé finalement mon produit. Est-ce que je suis capable de trouver des clients pour ce produit-là? Parce que j'avais pensé au thé au début, j'ai pensé à plein d'autres métiers, et finalement le textile s'est avéré être le plus répandu dans le monde et le moins misogyne. Et il se trouve qu'en France, on est quand même un pays assez amoureux du textile. On est la capitale mondiale de la mode, et on est depuis peu la capitale mondiale aussi de l'architecture. Je me suis dit, ok, j'ai des fournisseurs qui sont d'une compétence inégalable, j'ai des acheteurs qui ont créé le concept du luxe, et il leur faut en fait le lien, le trait d'union. Moi, je vais essayer. Et j'ai tenté le coup. Il m'a fallu pas mal d'années en mode associatif et ensuite en mode entrepreneur pour commencer à y arriver. Là, je commence à peine à y arriver. Ça, c'est la réponse de l'entrepreneur. La réponse du reconceux, alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé un peu comme tout le monde à faire du cling, cling, schlang, schlang. Je me suis très vite rendu compte que c'était un besoin, peut-être psychanalytique, de compenser un manque du point de vue phallique. Je me suis dit, pourquoi est-ce que tu as des gars qui vont investir des 4000 balles dans des épées en étudiant les isotopes de plomb, de fer, de tous les métaux pour refaire exactement la même épée et lui vouer en culte comme si c'était Excalibur? Et pourquoi est-ce que dans la reconstitution textile, on est tout de suite en fait dans une espèce de fatalité? Oh, on n'a pas trouvé, alors on a pris du synthétique. Attends, est-ce que tu as essayé au moins? Ah bah non, mais on ne sait pas faire. Oui, mais le métal non plus, tu ne savais pas faire au début. Et j'ai l'impression que c'était cause perdue, que c'était un consensus et que tout le monde était d'accord pour se dire le textile, on ne peut pas reconstituer, on va s'auto-autoriser entre nous des passe-droits, on va pouvoir être totalement reconceux, sauf pour le textile, parce que ça, on ne sait pas faire. Et je me suis dit, eh bien, écoute, parmi les sources de revenus de tous les artisans que j'ai rencontrés dans le monde, il y a mes copains de Reconstite. Et à eux, je vais proposer du tissu, filé à la main, tissé à la main, avec le nombre de fils au centimètre équivalent à leur époque, avec aussi, je suis parti jusqu'à chercher le sens de torsion du fil, parce que ça indique aussi l'origine finalement de tes tissus entre avant-croisade et post-croisade. On a les fils tissés en S du côté de l'Orient et les fils tissés en Z du côté de l'Occident, jusqu'à ce que finalement ça soit complètement homogénéisé à partir du XIVe siècle. C'est vraiment un outil de mesure réel des archéologues textiles. Et je me suis dit, ok, j'ai aussi les moyens de reconstituer les teintures à partir des végétaux, à partir des minéraux de l'époque, et ça donnera finalement du pain à manger à tous ces artisans-là. Donc c'est là finalement c'est la reconstitution qui m'a permis de tester mon idée. Ça a marché, sauf que c'est un secteur qui est tellement réduit, restreint, que j'ai très vite atteint les plafonds. Finalement, les gens ont acheté, les gens étaient très satisfaits, mais une fois qu'on s'est fait un pourpoint 15e qui a coûté un mois de salaire, on ne va pas revenir 6 mois plus tard pour en faire un autre. Donc il n'y a pas de renouvellement. Là, c'était des raisons purement économiques qui ont fait que j'ai dû quitter la Reconstite pour proposer finalement ce savoir-faire à d'autres marchés. Donc voilà comment je suis arrivé dans le textile du point de vue perso-familial et du point de vue associatif. D'accord.
et là où tu en es aujourd'hui. Alors, il y a une question que je trouve intéressante et que tu as un petit peu évoquée. Aujourd'hui, finalement, une part de ton métier en tant que sourceur textile, c'est du coup d'aller chercher un textile quelque part et de le ramener ici pour exploitation, grossièrement. Avec quels principes tu travailles dans ce genre de cas? Parce qu'évidemment, quand tu as d'un côté un client qui est une énorme marque de luxe et de l'autre un petit village qui fabrique un tissu très très sélectionné, comment est-ce que toi, avec quels principes tu veux fonctionner là-dessus? Alors, il y a, encore une fois, quel est l'objectif? La sauvegarde des patrimoines immatériels. Parmi les risques de disparition des patrimoines immatériels, il y a le manque d'opportunités économiques. Les jeunes quittent le village pour aller en ville et chercher du boulot. Mais parmi les autres risques de disparition des patrimoines immatériels, il y a la surdemande. Ça, c'est un exemple que j'avais observé en Azerbaïdjan au niveau d'une technique de fabrication de tapis de soie classée au patrimoine immatériel de l'humanité. À l'instant où l'UNESCO a classifié ce savoir-faire, ça a fait venir des touristes culturels, des touristes très instruits, des touristes très respectueux, qui du coup venaient visiter l'Azerbaïdjan et repartaient avec une commande de tapis de soie. Sauf qu'à un moment donné, les Azerbaïdjanais n'étaient pas en mesure de fournir tout le monde. Donc pour accélérer la cadence, ils ont supprimé des étapes de confection. Et donc c'était une façon finalement de faire disparaître le patrimoine immatériel. Et ça a industrialisé, ça a synthétisé finalement ces tapis qui étaient d'une qualité exceptionnelle pour finalement les banaliser. Et donc là, on s'est rendu compte très vite qu'il était possible de détruire un savoir-faire en lui apportant trop d'opportunités. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais d'abord un travail d'observation. Et cette observation, je la fais aussi en collaboration avec des ethnologues locaux, des scientifiques qui connaissent exactement les us et les coutumes locales, qui parlent 3 dialectes locaux, qui vivent sur place depuis 20 ans et qui voient l'évolution aussi des mœurs, pour savoir si c'est opportun d'apporter ma solution à cet instant précis, dans ce village précis ou pas. Donc voilà, déjà la prise d'information, c'est la première étape. Et ensuite, il y a le modèle économique qui joue aussi. Plutôt que d'industrialiser un village, je vais plutôt choisir de dupliquer mes gisements dans d'autres villages avoisinants en passant par une coopérative. Donc ces villages n'ont pas besoin en fait, de recruter des personnes, n'ont pas besoin de fabriquer des usines. Un métier à tisser, ça tient sur 2 mètres carrés, ça peut tenir à la maison ou dans un hangar ou dans une ferme. Et à partir de là, leur création, ils vont les livrer dans cette coopérative et la coopérative, avec son numéro SIRET et son compte en ligne, me facture. Donc ça me facilite à moi, ça leur facilite à eux et ça les protège finalement du débordement économique. Après, parfois, c'est aussi en discutant tout simplement avec les parties prenantes. Une fois, c'était en Amazonie brésilienne, donc une communauté qui vit vraiment en autarcie totale. Et j'ai vu chez eux un coton qui est naturellement orange. La plante, la fleur pousse orange. C'est juste un tissu fabuleux. Et je me suis dit, ah, ça va plaire à telle marque, ça va plaire à tel créateur, ça va cartonner, ça va être génial. Et là, ils m'ont dit, ben, écoute, nous, on vit suffisamment loin des bûcherons et loin des routes. Et en plus, on n'a pas de monnaie, on fonctionne encore au troc. Comme tu es sympa, si tu veux, on peut te faire cadeau d'un ou 2 tissus, mais on n'a pas besoin de toi. Et là, il ne faut surtout pas y toucher. Là, il faut les laisser en paix et tu ne bosses pas avec eux. Et c'est même un plaisir de savoir qu'il existe encore des communautés qui vivent très bien toutes seules et qui ne sont pas menacées par notre mode de vie ultra compétitif, ultra prédateur. Et donc là, j'ai décidé, donc c'est un peu contre-intuitif, hein, c'est une entreprise est censée chercher le meilleur produit pour le vendre au meilleur prix, mais une entreprise sociale et solidaire va d'abord chercher l'objectif social et solidaire avant de chercher finalement sa rentabilité. Donc du coup, c'est ça, je reviens dessus parce que c'est intéressant. Du coup, pour toi, tu es une entreprise avant tout sociale et solidaire. J'étais d'abord une ONG qui a dû devenir une entreprise pour trouver son efficacité. Donc au départ, j'étais une association qui s'appelait Humanigol. Humani comme humanitaire et goal comme les buts. On était des copains qui jouions au football. On avait constaté que tous les enfants qui portaient des crampons, des protèges tibias, des shorts, des maillots, qui grandissaient trop vite entre 7 ans et 10 ans, ne portaient plus leurs vêtements, ne portaient plus leurs chaussures, alors qu'ils étaient encore tout neufs, quoi. Les crampons étaient encore nickel. Et à côté de ça, on avait nos petits cousins au Maroc, au Mali, au Cap-Vert, qui n'avaient rien du tout. Donc on a commencé à en prendre dans nos sacs et à amener ça au bled, quoi. Là, on s'est rendu compte que c'était très intéressant et on a collecté, donc on a créé l'association, on a collecté du matériel sportif dans tous les clubs des Yvelines
Et on a collecté aussi des vêtements d'adultes parce qu'il suffit qu'un club change de sponsor ou d'équipementier pour qu'il change tous les vêtements, les shorts, les maillots de 7 à 77 ans. Donc ça fait plus de 300 pièces qui partent dans la cave et qui prennent la poussière, alors que c'est des vêtements qui mécaniquement sont faits pour résister, pour durer, des teintures qui tiennent, qui durent. Enfin, c'est vraiment des vêtements qui peuvent du coup résister aux agressions naturelles que tu as dans les villages chez nos cousins avec les épines, enfin là où ils habitent, tu vois. Et c'est des vêtements qui leur tiendront, qui porteront sur leur dos pendant de nombreuses années. Et pareil, on a collecté, on a donné. Là, on s'est dit, ok, encore une fois, il n'y a que les garçons qui profitent, les filles, elles n'ont rien. On n'a pas envie de participer à ça. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un truc équitable. Donc, on a commencé à collecter dans les Yvelines du matériel sportif mixte, badminton, volleyball, et on a distribué aux garçons et aux filles dans différents pays. Et là, on a fait un autre état des lieux. On s'est dit, ok, il n'y a pas que le sport dans la vie, il y a aussi l'éducation, il y a la vie civile. Donc, on a commencé à collecter du matériel scolaire, des cahiers, des stylos, des crayons, des tableaux et des vêtements civils. Et on a rempli un conteneur entier, mais il y avait je ne sais pas combien de tonnes dedans, c'était en Bretagne, et on a tout emmené en Casamance, au Sénégal. Et là, on a fait pour la première fois une étude d'impact social avec un organisme indépendant. On s'est rendu compte qu'on avait participé à un carnage sociétal total. Avec notre bonne conscience, on a finalement détruit un commerce local. Parce que le petit vendeur qui a sa petite guérite et qui essaie de vendre ses tableaux, ses craies et ses cahiers, à cause de nous, il ne vendait plus rien. Le couturier qui était là pour fabriquer des vêtements, il ne vendait plus rien. Et à cause de la bienveillance maladroite des pays du Nord, tu as encore l'Afrique qui reste sous perfusion permanente finalement de notre bienveillance. Et là, on s'est dit, ok, il faut arrêter de fonctionner à l'émotion, il faut aussi à un moment donné réfléchir. Et c'est là que j'ai dissous cette association-là pour créer une autre association, Tashkent, que tu as connue à l'époque des Féfé Chevalerie, pour ne me baser que sur de la création d'activités génératrices de revenus. Plutôt que d'offrir du poisson à des gens, il faut leur offrir une canne à pêche et leur apprendre à pêcher. Et c'est là que je me suis focalisé dans l'édition textile. Et ensuite, cette association a atteint un plafond de verre. C'est que les seuls clients qui étaient en mesure d'assurer un rendement, une valeur économique lissée sur l'année et non pas saisonnière, et une garantie sur plusieurs années pour que les parties prenantes puissent se projeter dans l'avenir, payer l'école à leurs enfants, réorganiser leur village, financer l'énergie solaire, etc. Il fallait que j'arrête de faire joujou, en gros. Il fallait que j'arrête de faire ça le dimanche quand j'ai le temps. Entre deux boulots, il fallait que ce soit mon métier à part entière. Et il fallait que je me cherche un vrai marché. Donc la Reconcite, c'est un marché très sympa, ce sont des copains, mais ce n'est pas ça qui aurait fait manger les artisans et qui m'aurait fait manger moi. Et il a fallu que je me professionnalise et que je devienne une entreprise avec un numéro SIRET. Et c'est certains clients, notamment des grandes marques de luxe, qui m'ont dit « on veut bosser avec toi, mais à condition que tu sois une entreprise, parce qu'on ne peut pas bosser avec une association qui juridiquement n'est pas attaquable. » Ils m'ont dit ça très clairement. Si tu déconnes, on se retourne contre toi. Donc si tu es sûr de ton coup, crée une entreprise et on bosse avec toi. Et c'est là que j'ai créé Forevers et que j'ai signé pour créer la matériothèque LVMH, la matériothèque textile. Donc là, actuellement, avec ces principes de réussir à faire vivre des villages qui en ont besoin un peu partout à travers le monde, finalement, tu travailles pour plusieurs marques de luxe, avec, si je ne m'abuse, une particularité qui est que tu en fournis plusieurs, ce qui n'est pas forcément très courant. Non, parce que j'ai à chaque fois refusé leur acquisition dans mon capital. Ouais. C'est très lucratif, c'est très tentant, mais j'ai quand même un passé dans le football qui m'a appris aussi à me méfier des grosses offres. Une grosse structure qui propose finalement de racheter un jeune talent, parfois c'est pour le vampiriser, bon gré mal gré, volontairement ou involontairement. Et comme en plus de mon travail d'éditeur et de fournisseur textile, j'ai aussi un travail d'auditeur, je me dois de faire des audits RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, il faut que je sois neutre. C'est pas possible d'être, comment on dit ça Partie prenante. Non. Juge et partie. Voilà, tu ne peux pas être juge et partie. Donc je me dois, même en ces périodes de crise cataclysmique où j'ai absolument besoin de trésorerie, si j'accepte finalement d'être racheté par un client, c'est que tacitement j'accepte de ne bosser qu'avec ce client déjà. Donc tous les autres, je me suis décarcassé pour les acquérir, je les perds. En même temps, je suis pris en otage, donc ça sera leur politique et leur façon de travailler
qui fera foi et j'aurai plus le droit de donner mon opinion. Donc je deviendrai finalement esclave de mon propre projet. Donc il n'y aura même plus de kiff, il n'y aura plus de plaisir d'être entrepreneur. Et en plus, je perdrai finalement la légitimité d'être auditeur parce que j'appartiendrai à une personne morale privée. C'est aussi, par rapport à ce que tu disais, c'est ce qui te permet aussi de protéger tes fournisseurs quelque part. C'est ça. D'être indépendant, d'être capable de dire bah ça on le fait pas quoi. Exactement. C'est vraiment chouette. Je te l'ai toujours dit mais moi je trouve ça vraiment chouette. Toi, du coup t'as quand même, ça fait quand même plusieurs années que tu fais ça maintenant, t'as visité peut-être pas tous les pays du monde mais t'en as visité un certain nombre. Environ 35. Ok, c'est déjà pas mal. Seulement 35 ? Ouais. Sur combien il y en a 132 Ouais, mais je reste entre 2 semaines et 3 mois à chaque fois. Ouais, effectivement. Voilà. Je pensais qu'il y en avait plus. Mais, je ne suis pas Duncan MacLeod. Même mes vannes, elles restent dans le thème de l'histoire. J'ai la péniche et les lézards, si tu veux. Ah ouais, t'as de l'avance sur moi, toi. Ah, j'y travaille. En fait, la question que je me posais, c'est les populations que tu rencontres et qui ont ce tissu comme trésor finalement, quel rapport eux-mêmes entretiennent avec le tissu et avec leur propre histoire, avec l'histoire avec un grand H et leur propre histoire. Alors, j'essaie de leur transmettre l'amour de leur propre patrimoine et c'est pas facile. Quand j'arrive dans un village, en général, je m'annonce pour des raisons ethnologiques. Tu ne peux pas rentrer dans un village par certaines portes en fonction de la saison, tu ne peux pas traverser certaines zones parce qu'elles sont réservées aux esprits ou parce que certaines zones de la forêt, c'est les toilettes et on y va pour faire popo. Enfin, il y a plein de codes comme ça qui, de notre point de vue, sont complètement invisibles. Pour nous, une forêt, c'est une forêt, mais qui, pour ces parties prenantes, sont totalement sacrées ou tabous. Et puis même quand tu arrives dans un village, souvent, il te faut l'autorisation. C'est très colon de débarquer sans y être invité. Un village, en fait, il faut l'imaginer comme une maison chez nous. Et donc, tu dois te faire inviter. Ce qui fait qu'ils savent quand j'arrive, et souvent, ils font la fête. Pas parce qu'ils m'adorent, parce que quelqu'un vient de l'étranger, et c'est tellement rare chez eux que c'est un événement assez suffisamment inattendu et rare pour en faire une fête. Et je vois souvent les anciens du village porter des vieux costumes des années 70, des vieux tweeds, des vieux carreaux. Enfin, ils ont dû choper ça dans un marché à Phnom Penh. Et alors qu'en dessous, ils portent leurs vêtements de cérémonie avec des perles brodées à la main, du fil d'or, un truc qui a demandé 3000 heures de fabrication, de confection, et avec une signification aussi ethnologique qui est lourde de sens. Et je leur demande, mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce vêtement par-dessus l'autre ? Ah ben parce que c'est pour t'accueillir, on a mis nos plus beaux vêtements. D'accord, donc ça pour toi c'est ton plus beau vêtement. Ben, c'est un vêtement de blanc, donc il est beau, et enfin moi je suis un blanc pour eux. Ouais. Je suis un white man, comme toi, comme les autres. Je suis un étranger, donc le mot blanc signifie étranger dans beaucoup de communautés dans le monde. Et là j'ai pas envie de leur faire la morale, parce que d'une part ils ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent, et puis j'aime pas faire la morale. De principe, j'ai jamais aimé faire la morale aux gens. Par contre, j'aime apporter des contre-opinions. Donc ce que je fais, c'est que je dis, ok, eh bien, vous savez quoi, votre tissu, je vais vous envoyer des photos pour vous montrer ce que les Blancs font avec vos tissus et comment est-ce qu'eux aussi aiment vos tissus, pour que vous puissiez vous aussi aimer leur tissu. Donc tu portes leur veste si tu as envie, mais tu peux aussi aimer et donner du respect à tes propres tissus, à ton propre patrimoine. Et parmi mes clients, j'ai celle qui confectionne les chapeaux des reines de Luxembourg, de Suède, de Belgique. Quand elle crée finalement un chapeau et que je vois qu'une des reines blanches le porte sur sa tête, donc le symbole quand même du respect ultime, porter quelque chose sur sa tête, j'envoie par WhatsApp la photo. Voilà, ça c'est la reine de tel pays, ça c'est la reine de tel pays, et c'est votre tissu en ananas, c'est votre tissu en bananier qu'elle porte sur la tête. Ce qui fait que vous pouvez tout aussi bien aimer nos tissus à nous, les Blancs, que vos tissus à vous, sans finalement faire des hiérarchies arbitraires, juste parce que nous sommes Blancs et que vous nous considérez comme des gens supérieurs. On n'est pas supérieurs à vous. On est des êtres humains finalement au même niveau. Donc voilà, ça c'est le message que j'essaie de transmettre. Et ça commence un peu à rentrer, parce qu'ils ont tous des enfants, qui ont tous Internet, qui ont tous accès à l'information, et qui se rendent compte de certaines vérités et qui cassent des codes qui sont ancrés depuis l'époque coloniale et qui sont des fois très très anciens et enracinés très profondément. D'accord. Donc du coup, ils sont en train un peu de... Enfin, comment exprimer ça
de redécouvrir leur histoire. En fait, la question que je me pose, une question de fond que je me pose, on est un peu en dehors de ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, parce que c'est très personnel. Une question que je me pose, c'est évidemment la question éternelle de la conservation du patrimoine, de la conservation des objets, de la conservation des savoir-faire. Il y a un énorme débat en France, évidemment, sur où doivent être les œuvres et tout ça, et sur la conservation, à savoir, nous, on est presque obsédés par la conservation de notre propre passé, par par sa mise en avant, par sa protection, alors que pour certains pays, pour certains peuples, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que toi, tu as rencontré ce cas de figure-là, et comment est-ce que tu agis à ce moment-là entre ta conviction profonde de devoir protéger cette chose-là, et en même temps, la conviction profonde du peuple qui le crée, de ne rien faire, puisque ça n'est pas, pour eux, ça n'entre pas dans leur existence, ça n'entre pas dans leur philosophie, ça n'entre dans rien en fait, et que donc ça n'a pas d'intérêt. J'ai rencontré deux cas de figure totalement différents, mais dans les deux cas, j'ai été choqué en fait de voir la gestion du patrimoine. Il y a un cas de figure pour lequel c'est une question de nécessité, il faut bouffer. Donc s'il faut piller des tombes, on va piller des tombes. Et un autre cas de figure où c'est juste culturellement, ce n'est pas leur priorité. Donc, et dans les deux cas, donc pour être très clair, je vais prendre deux cas de figure qui sont très référencés par rapport à leur archéologie, le Pérou et l'Égypte. En Égypte, j'ai visité la citadelle de Saladin, en bon reconstitueur de l'époque ayoubide. Je suis arrivé comme un gamin à Disneyland, j'arrive, en plus il n'y a pas de queue parce que tout le monde s'en tape là-bas. Et j'étais tout seul dans la citadelle et puis je commence à rentrer dans le musée. Déjà que je vois dans le musée, ils mettent des trucs de l'époque Baïbar, c'est de l'époque ottomane qui n'ont rien à voir avec l'époque ayoubide. Bon bref, rien n'est daté, rien n'est classé, rien n'est organisé. Bon bref, je suis quand même content d'être là. Et puis à un moment donné, je sors pour aller voir les remparts. Les remparts qui sont tous tagués, tous gravés, des amoureux, un tel plus un tel avec un cœur et tout. Et je me dis, mais attends, ça c'est une relique, tu n'as pas le droit de graver ton nom dessus, quoi. Donc voilà, je me suis dit, ouais, mais attends, Ali, t'es en Égypte, t'es au Caire. En plus, c'était l'époque des révolutions, donc l'anarchie était la plus totale. Et je me suis dit, peut-être que finalement en Égypte, tout comme beaucoup d'autres pays orientaux, arabes ou perses, l'archéologie, en tout cas l'histoire, n'est pas prioritaire. La priorité, c'est de bouffer. C'est pour ça, en fait, qu'on a beaucoup de choses qui sont mises en place pour la sauvegarde du patrimoine archéologique antique, que ce soit chez les Perses ou chez les Arabes, que ce soit en Égypte ou en Irak. On aura beaucoup de musées sur l'époque mésopotamienne ou sur l'époque ptolémaïque parce que ça se vend et ça fait venir des touristes. Par contre, le Moyen-Âge, tout le monde s'en tape, donc tu n'auras rien. Et je me suis dit, c'est dommage. Mais en même temps, quand tu continues ta réflexion, tu te dis, mais Saladin, il a fait quoi avec ses remparts ? Cette brique sur laquelle je suis assis, c'est pas une ancienne brique d'un temple justement ptolémaïque où tu vois encore les hiéroglyphes. Lui-même il a récupéré finalement des briques de pyramides qu'il a dû démonter pour en faire sa propre citadelle. Donc c'est ça aussi l'histoire, c'est l'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait avec notre patrimoine, qu'est-ce qu'on choisit de faire de notre passé, et est-ce qu'on met plutôt l'accent sur le futur, sur nos enfants, sur ce qu'ils vont bouffer, ou sur aujourd'hui, l'instant présent. Et donc c'est finalement très européen de se recentrer sur son passé et de s'en servir comme outil de construction du futur. Et c'est là qu'on arrive finalement au second exemple, c'est le Pérou, qui lui est à mi-chemin entre une culture native américaine, indigène, qui, comme les Égyptiens, n'ont que peu à faire de leur histoire, et leur seconde culture coloniale, hispanique, chrétienne, monothéiste, qui, elle, se soucie de son passé. J'ai eu des propositions, j'ai eu entre les mains des tissus de l'époque de Nazca, des tissus qui ont 4000 ans d'histoire, entre les mains, et je leur dis, attends, tout de suite, je le pose sur la table, parce que ma main sue, ma main est humide, et ma main n'a rien à faire en contact direct de cette relique de l'histoire. Et le mec, je lui dis, mais attends, tu es en train de me vendre un truc qui fait partie de ton patrimoine. Et le mec, il dit, ouais, mais si je fais pas ça, ma fille, je lui paye pas le médecin, et ma fille est malade. Et là, je me suis tout de suite remis à ma propre place, ne fais pas la morale aux gens, ils ont besoin de bouffer. Donc plutôt que de faire la morale, la seule chose que je peux faire finalement, c'est d'apporter des opportunités économiques.
tu leur apportes du boulot, ils vont choisir le textile plutôt que le piège de tombe. D'autant plus que le piège de tombe, avec l'oxydation des vapeurs métalliques, ça provoque forcément des décès aussi. Certains prennent ça pour des malédictions des dieux, certains prennent ça pour des raisons purement scientifiques. Ce sont des gaz, l'oxyde d'argent ou de cuivre, qui vont finalement te tuer en 5 minutes. Mais dans tous les cas, c'est un boulot mortel qui est payé des clopinettes. Alors j'ai déjà été témoin d'une transaction. Ils sont vraiment payés 3,50 € pour une statuette d'argent, qui sera vendue 350 000 $. Voilà, donc ça, c'est les 2 exemples qui sont différents. Donc 2 raisons différentes. Après, il y a aussi l'ignorance. Donc ça, c'était une expérience que j'ai eue au Japon. Je chine souvent dans des vides-greniers parce qu'on est aujourd'hui dans une époque où tu as les nouvelles générations qui héritent d'une maison d'un grand-père, d'une grand-mère, avec tout ce qu'il y a dedans dans le grenier. Et j'adore acheter des kimonos historiques, des hobbies, des happies, enfin vraiment des vêtements de cérémonie ou des vêtements d'ouvriers, de caste d'ouvriers. Et à un moment donné, on m'a proposé un kimono. Alors, il y en a qui sont extrêmement anciens, mais ceux-là, on les reconnaît tout de suite et leur passe dans un musée. Une fois, je pense au film Indiana Jones. Mais il y en a un, il n'était pas si vieux que ça, il datait des années 50. Mais je l'avais identifié comme étant un kimono d'Hiroshima. Oui. Et là, la valeur est immatérielle et inestimable, parce que rares sont les kimonos made in Hiroshima dans les années 50 qui ont eu la chance de sortir de cette zone au moment de la bombe, et du coup qui ont pu être sauvegardés, et qui en plus de ça ont réussi à être transmis de génération en génération, et nous arriver aujourd'hui en 2020. Enfin ça c'était plutôt en 2016 que 2013, à l'époque où je suis parti poser mes valises à Kyoto. Et là, j'aurais dit, non, je ne peux pas vous acheter ce kimono, et je vais vous expliquer pourquoi. Il ne coûte pas 300 €, il coûte 300 000 €, et vous allez le vendre, ou en tout cas le proposer au musée qui est à telle adresse, parce qu'il vient d'Hiroshima. Et le mec n'était même pas au courant, en fait. Pour lui, me le vendre à 300 €, c'était une bonne affaire. Ah ouais. Et pour moi, ça aurait été un meurtre culturel de le sortir du territoire. Après, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Surtout qu'au Japon, ils sont très très à cheval sur ces questions-là. C'est ça. Et pas que sur les katanas, mais sur tout ce qui fait partie de leur patrimoine. Ah, c'est une belle histoire. C'est ça le truc avec toi, c'est que tu as toujours des belles histoires. Ça fait un peu Père Castor, là. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, cette question, elle se pose beaucoup. Est-ce que c'est de notre responsabilité de sauvegarder un patrimoine qui est issu d'une culture qui n'a pas vocation à le sauvegarder? Mais d'un autre côté, ce que tu évoques, qui est très juste, c'est qu'au final, on a le luxe de pouvoir se poser ce genre de questions aujourd'hui en Europe. Ouais. En Europe, enfin dans le monde occidental de manière générale, on a le luxe de se dire « Oh, qu'est-ce qu'on va en faire de ce truc-là, machin ?» Alors que je pense que dans beaucoup d'endroits dans le monde, et on en profite aussi, ils n'ont pas ce luxe. Leur seul luxe, c'est de l'avoir pour pouvoir manger avec. C'est ça. Je me souviens d'une discussion que j'avais avec un fermier indonésien qui avait vendu sa terre pour de l'huile de palme. Ouais. Et c'était un peu le début des scandales de l'huile de palme, etc. etc. C'était à Banda Aceh, je crois, donc sur l'île de Sumatra. Et sans vouloir faire l'inquisiteur, j'ai juste posé la question, en fait, pourquoi est-ce qu'il a cédé cette parcelle qui appartenait à son arrière-grand-mère, etc., etc. Il me dit, je lui dis, en plus, ils vont faire pousser de l'huile de palme, quoi. Ça va, ils vont devoir déforester, et en plus, donc déjà, tous les animaux qui vivent dans cette forêt vont devoir mourir. J'allais dire partir, mais non, ils vont avant tout mourir. Et ensuite, ils vont y mettre de l'huile de palme. Il me dit, tu sais quoi, c'est pas facile la vie que je mène, de devoir rouler 4 heures sur une piste complètement cabossée pour emmener mon enfant à l'école, en espérant qu'il ne tombe pas malade au cours de l'année, parce que sinon c'est très compliqué, en ne sachant pas si demain il y aura un autre tsunami qui va complètement m'envahir, ou une montée des eaux ou un ouragan. J'ai envie d'aller en ville et avoir une vie tranquille, avoir ma télé, avoir mon boulot à côté et avoir une école pour mes enfants. Et là, j'ai pas pu lui porter grief, les mecs. J'aurais été à sa place en mode indonésien qui a vécu toute sa vie dans la difficulté et qui a une opportunité d'aller en ville, quitte à faire disparaître son patrimoine immatériel et culturel, j'aurais pris la même décision que lui. Donc tu vois, je me suis dit encore une fois, il n'y a pas de bon ou de méchant gestionnaire du patrimoine, il n'y a pas de bon ou de méchant humain, il y a avant tout des gens qui subissent des situations données et qui ont un plan A, plan B, plan C pour y répondre. Et si tu veux améliorer une situation, apporte-leur un plan D, un plan E, un plan F
pour que ça puisse être une alternative économique. Mais quoi qu'il en soit, faire la morale, c'est extrêmement colonisateur, je trouve. Surtout quand, en plus de ça, tu n'apportes pas de solution. Puis qu'est-ce que tu veux faire la morale à quelqu'un qui te dit en fait c'est pour mon avenir et celui de mes enfants, j'ai pas d'autre choix. Tu peux pas lui faire la morale, parce que la morale, c'est lui qui a raison. Alors ça, je le faisais beaucoup quand j'étais gamin. Parce que toutes mes vacances, je les passais au sud du Maroc. Donc je suis issu vraiment de tout au sud du Maroc. Et en fait, de l'autre côté de la mer, à 40 km, tu as les Canaries. Et c'est dans notre région que tu as beaucoup de Ouest-Africains qui viennent pour nager, en fait, ou prendre des petites barques, des coques de noix pour aller jusqu'aux Canaries et finalement mettre un pied en Europe, refuser de déclarer son pays d'origine pour ne pas être expulsé et être envoyé à Madrid pour jugement. Et faute de pouvoir les juger et les expulser, sont relâchés à Madrid. C'est un petit peu le raccourci pour aller refaire sa vie en Europe pour ceux qui viennent de pays sensibles. Et j'ai mes cousins qui des fois me parlaient de ce projet-là. Nous aussi, on appelle ça brûler en berbère, nous aussi on va aller brûler pour aller en Espagne, on va aller aux Canaries. J'ai dit, mais t'en as pas marre de voir des cadavres qui sont rejetés par la mer sur nos plages? T'es là, te promener avec ta famille plutôt que d'aller poser ta serviette et profiter de la plage ou surfer. En plus, tu as des spots de surf qui sont juste phénoménaux là-bas. Et tu vois des cadavres gonflés par les bactéries, par la mer, et qui sont vomis par la mer sur nos plages. Et en plus, la France, tu connais quoi de la France? Ce que j'ai vu à la télé, il y a des fleurs qui poussent. Tu sais, c'était très idyllique, en fait, sa description. Je pensais qu'il allait me parler de boulot, non, il parle de fleurs, d'herbes vertes. Ah ouais. Et là, tu te dis, en fait, ils ne sont pas du tout dans mon univers. Et je ne sais pas comment leur expliquer qu'en fait, la vie n'est pas si facile que ça en France, que trouver du boulot, c'est pas si facile, que quand il fait froid, il fait vraiment froid. Ouais. Ça, c'est une phrase de mon père quand il est arrivé à Metz dans les années 60 pour travailler. Il a découvert pour la première fois de sa vie que le froid pouvait brûler. Il pensait qu'il n'y a que le chaud qui pouvait brûler. Et là, il a découvert que le froid aussi pouvait brûler. Il ne savait pas avant. Et j'avais 15-16 ans et j'étais en mode mon bâton de pèlerin, Gandalf, je faisais la morale à tout le monde. Et là, je me suis très très vite rendu compte que ça ne servait à rien en fait, parce que moi, j'allais reprendre mon avion, retourner devant mon écran, regarder le Prince de Bel-Air et manger des chips, et retourner dans mon confort. Donc ça ne sert à rien en fait de leur jeter la pierre. Et très jeune, j'ai compris qu'il fallait leur apporter du boulot en fait, tout simplement. Non, là, la question que je me pose et qui, je pense, terminera bien cette histoire-là, c'est est-ce que toi, plus profond de toi-même, tu as l'impression de faire quelque chose pour l'histoire? Est-ce que c'est ça qui t'intéresse, d'une certaine manière? Est-ce que tu as l'impression de vivre l'histoire, de la faire vivre, d'aider à la faire vivre, d'aider à la conserver? Finalement, aujourd'hui, après ce que tu nous racontais de ton parcours, le fait d'être passé d'abord d'une passion, puis dans l'association historique, puis à ton compte, ça fait combien de temps maintenant que tu as monté cette vie? 9 ans. C'est ça. Donc c'est 8 ou 9 ans que tu es parti là-dessus et que du coup tu as exploré un peu le monde, tu t'es retrouvé perdu dans la jungle, tu t'es retrouvé, tu me racontes toujours des tas d'histoires comme ça qui sont fantastiques, à la rencontre de gens qui sont complètement inconnus et de patrimoine inestimable. Aujourd'hui, toi, ta place dans l'histoire et ta place dans la petite histoire comme dans la grande, comment est-ce que tu la vois? Qu'est-ce qui te raccroche à l'histoire aujourd'hui avec l'expérience que tu viens d'avoir? Regarde. Ah oui, je l'ai vraiment fait sincèrement en plus. Non, parce que je me dis, je regardais dans le lointain parce que je me suis dit, l'histoire commencera quand je serai mort et qu'on fera le bilan de ce que j'ai fait. Donc en attendant de respirer, je ne peux pas encore dire que je fais partie de l'histoire. Donc en fait, pour répondre à ta question, je ne sais pas. Maintenant, pour essayer quand même d'apporter des éléments de réponse, tu sais, c'est un peu comme les artistes qui deviennent célèbres 200-300 ans plus tard. Le patrimoine immatériel, on ne se rend pas compte de son importance avant qu'il ait disparu. Contrairement au patrimoine bâti, où tu vois les affres du temps, les roches qui s'érodent, des châteaux qui s'effritent, du coup il faut investir dans de la maçonnerie, il faut le remettre sur pied, ou il faut réfléchir, est-ce que ça vaut le coup de le remettre sur pied ou pas, est-ce qu'il faut le réinterpréter, etc., etc. Mais le patrimoine immatériel, un dialecte, une danse, un chant, un rituel, une médecine chamanique ou autre, avant qu'elle ait disparu, en général, les gens s'en tapent. Et je pense qu'il faudra beaucoup de temps avant que les gens se rendent compte que c'est important. Parce que c'est, j'ai envie de dire, un consensus collectif.
Je vais encore faire une transposition pour aider à comprendre mon point de vue. Il fut une époque où on faisait venir des êtres humains sous la Tour Eiffel pour une exposition universelle. On faisait venir des peuples autochtones pour les exposer, les exhiber comme des animaux dans le zoo. À l'époque, c'est pas que les Parisiens étaient mauvais, c'est que les Parisiens ne voyaient pas le mal dans ce genre d'exhibition, je cherche un autre mot, de récréation. Sans doute que certains étaient révoltés, mais on n'a pas de trace, en tout cas dans ma connaissance, je n'ai pas entendu parler de quelqu'un, d'homme politique ou même de personne civile, qui était contre en fait ce principe-là. Mais en tout cas, tu vois des gens qui venaient avec leurs enfants, leurs familles, pour visiter des Congolais, des Malgaches, des gens dans des cages, et qui étaient habillés comme ils sont habillés finalement dans leur contrée. Entre-temps, nos consciences ont évolué, on a réfléchi sur le sujet. Aujourd'hui, c'est complètement scandaleux de le faire. Aujourd'hui, on se pose d'autres genres de questions sur la conception de l'animal, par exemple. Certains ont choisi d'être véganes, certains veulent bien arrêter de manger de la viande, mais peut-être pas de poisson. Certains veulent complètement tout arrêter, le miel, le cuir, le lait, etc. Enfin, chacun finalement se crée sa propre formule, sa propre vérité. En tout cas, il y a un début de réflexion. Et autant c'était, il y a encore quelques années, même pas un questionnement collectif de savoir est-ce qu'on va manger de la viande ou pas. Aujourd'hui, on se pose aussi des questions sur le bien fondé d'adopter un chat ou un chien. Donc voilà, il y a une évolution. Et c'est, j'ai envie de dire, dans plusieurs années, dans plusieurs dizaines d'années, que ça deviendra de l'histoire. On est en plein dedans, donc ce n'est pas encore de l'histoire. Ben, le patrimoine immatériel, c'est pareil. Aujourd'hui, on n'a aucun souci à tous se recentrer sur du Google, sur du Amazon, à tous regarder les mêmes séries sur Netflix, à tous parler anglais, à tous porter un jean et un t-shirt, à tous manger du McDo et à tous boire du Coca. En résumé, je grossis les traits. On n'a aucun souci à le faire. Mais peut-être que dans 300 ans, les gens nous diront qu'on a été odieux d'avoir laissé faire ça, qu'on a laissé disparaître nos patrimoines immatériels, qu'on a laissé disparaître les singularités de toutes nos populations, de tous nos villages, de toutes nos régions, pour finalement devenir des uniformes physiques, comme étymologiquement ce que signifie le terme uniforme militaire, mais aussi des uniformes mentaux, avec la pensée unique, sachant que les dernières traces de l'histoire dans lesquelles les sociétés ont opté pour une pensée unique, là on va arriver au point Godwin dans la discussion, ça donnait le Troisième Reich, quoi. Donc on a déjà l'exemple qui prouve qu'en fait ça ne marche pas et qu'il faut la diversité pour confronter des idées et sortir un petit peu de nos zones de confort, quoi, suspendre nos jugements et faire interagir des idées. Donc voilà, pour répondre à ta question, si je devais avoir un rôle dans l'histoire, on saura ça que quand 300 ans après ma mort, quoi. C'est beau. Regarde maintenant. C'est ce truc-là. Alors pour finir sur une note un peu plus légère, et je sais que tu en as plein, est-ce que tu peux me raconter une anecdote de voyage? Ce que tu veux. Une rencontre, quelque chose qui t'a fait réfléchir, quelque chose qui t'a fait rire, quelque chose qui t'a fait grandir d'une manière ou d'une autre, et qui serait intéressant à raconter. Bon, ça fait... J'ai regardé au loin. Non mais parce que ça fait 8 ans que je te connais, à chaque fois qu'on se voit tu m'en racontes des nouvelles, et à chaque fois c'est toujours hyper... très très marquant je trouve. Donc je suis sûr que tu en as que tu n'as encore, même à moi, jamais raconté, mais tu peux aussi raconter celle que tu as. Alors j'en ai deux. Vas-y. Je t'ai déjà parlé de M. Morimoto, Ça me dit rien. un Japonais au Cambodge. Ah non, je crois pas. Alors en fait moi quand je cherche en fait un savoir-faire dans un pays, je débarque au hasard. J'arrive, je pose ma valise, je négocie une maison de monsieur, madame, tout le monde, un peu en mode Airbnb, et je vis finalement dans les quartiers populaires, les quartiers ouvriers, pour partager le mode de vie de tout le monde. J'essaie d'apprendre un peu d'hybride de langage local, etc., etc. Et j'observe, et je prends des notes, je compile des notes. Et là, j'arrive à Siem Reap, donc le village qui donne sur les temples d'Angkor, les temples perdus dans la jungle, et je questionne les gens en fait. J'ai entendu parler d'un savoir-faire textile dans le coin, d'un art de l'ikat. Donc l'ikat, c'est quand tu teins le fil avant de le tisser, et tu calcules à quel moment le fil va tomber finalement dans l'architecture du textile, pour qu'à la fin, une fois tissé, ça te donne des formes, ça te donne des motifs.
C'est un truc d'ingénieur de level 1 million. J'ai l'impression même que c'est l'ancêtre de l'ordinateur. Et on me dit, ouais, mais le mec, le village est loin, quoi, il est loin dans la jungle. C'est pas grave, je suis entraîné, man versus wild, t'inquiète pas, quoi. Et puis du coup, on fait un dessin sur un papier, et puis je prends une moto et je commence à y aller, parce qu'il y avait une piste rouge qui y menait, une piste en terre battue rouge, quoi. Et au bout de 3 quarts d'heure, 40 minutes, 50 minutes de moto, là je me dis, je suis en train de me perdre dans la jungle, je suis en train de faire le Google, il faut que je revienne, j'aurai plus d'essence. Ben, j'arrive finalement dans ce village-là. Donc un village cambodgien, mais qui est géré par un Japonais qui avait environ 70 ans et qui du coup vient me recevoir. Bonjour, qui vous êtes? Vous faites quoi là? Bonjour, on m'a parlé de vous, apparemment vous faites travailler des gens une technique particulière de l'ICAT. Et là, il me fait faire le tour de l'atelier, il me fait faire le tour du village, il m'explique tout de A à Z et il me prend sous son aile en fait pour plusieurs jours. Il m'enseigne en fait son art non seulement de l'ICAT, c'est un Japonais qui est arrivé dans les années 80, après la guerre d'Indochine, et qui a vu que le savoir-faire avait complètement disparu. Et il s'est juré qu'il allait ressusciter le savoir-faire, et pour ce faire, il est parti dans tous les villages limitrophes au Cambodge, au Vietnam, au Laos, en Thaïlande, dans des camps de réfugiés, pour retrouver des mamies de 80 ans qui se souviennent de mémoire de la méthode de confection de l'ICAT, et leur dire, la guerre est finie, je vous propose de revenir dans votre village, je vous paye une maison, je vous paye un salaire, à condition que vous puissiez transmettre à d'autres personnes votre savoir-faire. Et 30 ans plus tard, il a finalement réussi son pari. Et puis je me suis rendu compte que j'étais allé très très loin géographiquement. Et mon outil de mesure de mon étrangeté, c'est les enfants. Quand tu vois un enfant qui pleure en me voyant, c'est que je ne ressemble pas à la population locale et qu'il n'a jamais vu de touristes, qu'il n'a jamais vu de noirs ou qu'il n'a jamais vu. Voilà. Et là, du coup, ça m'intrigue parce que j'ai la même couleur que les Cambodgiens. Et je demande à M. Morimoto, mais pourquoi l'enfant pleure? J'ai votre couleur. J'aurais été blanc, je comprendrais. Il dit, ouais, mais tu as du poil au menton. Ici, les hommes sont tous imberbes. C'est pas normal d'avoir des cheveux à cet endroit-là, tu vois. Et là, je dis, ah ouais, ok. Bon, finalement, l'enfant est venu jouer avec moi et tout, il a arrêté de pleurer. Et ben, ce monsieur m'a tout appris en fait de la soie khmer et de l'art de l'ICAT. C'était vraiment mon premier sensei, mon premier maître, alors que jusqu'à présent, j'étais en mode freestyle où j'apprenais tout en mode autodidacte. Et je me suis rendu compte en revenant en France que c'était une sommité au Japon. Le mec, on l'invite dans des plateaux télé, il a écrit des livres, il est reconnu par le gouvernement, enfin vraiment c'est une célébrité, il a gagné le prix Rolex de je sais pas quoi. Sauf que quand tu le voyais dans le village, ben, le mec il vient pieds nus avec son pantacourt, il te file un hamac pour que tu puisses dormir, il te file un bol de riz, il te nourrit comme son fils. Et cette simplicité en fait, j'ai toujours juré de la garder et de la reproduire. Cette générosité dans la transmission de savoir. Et il m'a aussi transmis, au-delà de son savoir-faire textile, technique pure, son art d'entreprendre dans le social. Il m'a très vite appris en fait à ne pas faire le bisounours, à vouloir sauver le monde avec des cœurs et des papillons, mais à réfléchir dès le début à des modèles économiques fiables et performants, parce qu'il n'y a rien de pire que de donner de l'espoir en fait, à des communautés qui sont déjà fragiles, qui sont déjà dans le désespoir. L'espoir, c'est un truc dangereux, il ne faut pas jouer avec. Il faut vraiment le prendre comme la nitroglycérine et il faut la manipuler avec savoir-faire. Il m'a dit, prends le temps d'évaluer ta clientèle, d'évaluer ton modèle économique, d'évaluer ton sourcing. Ne sois pas non plus trop bisounours avec tes fournisseurs parce que c'est des êtres humains comme les autres. Ils ne sont pas parfaits, ils peuvent aussi parfois défaillir. Soit pour eux à la fois un fils qui est là pour apprendre de leur part, mais à la fois il faut aussi parfois les parentaliser. Enfin, vraiment, il m'a transmis ces 30 ans d'expérience. Et c'est grâce à lui que j'ai pu dupliquer finalement, copier-coller, cloner son modèle cambodgien dans 35 autres pays. Sans lui, en fait, Foreverse n'aurait jamais existé et j'ai fait une dédicace parce qu'il nous a quittés il y a 2 ans. Ça, c'est la première anecdote. Donc la deuxième anecdote, c'était fin 2017, début 2018. C'était une phase très très compliquée au niveau de la création d'entreprise. J'avais perdu beaucoup d'argent, j'étais en fait sur le point de déposer le bilan. Et au moment où j'ai des idées en fait pour redresser un petit peu la barre, je sens que humainement, physiquement, j'en peux plus. Et pour sauver la boîte, il faut que je m'occupe avant tout de moi. Et c'est un peu paradoxal, c'est que j'ai plus d'argent, j'ai plus de trésorerie et j'ai absolument pas le temps.
il faut mener des actions pour l'entreprise. En même temps, si moi, seul pilote à bord, je vais mal, l'entreprise va mal. Et là, c'est un choix tactique à prendre où tu dois d'abord t'occuper de toi. Je décide de prendre des vacances. Et pour prendre des vacances et être sûr qu'il s'agira de vraies vacances, je décide d'aller dans un pays où il n'y a pas de textile. Donc, ingrédients pour des bonnes vacances, du soleil, au moins 10 heures d'avion, une langue que je ne connais pas et pas de textile. Pour être sûr que même par curiosité, je n'irai pas fouiner, je n'irai pas chercher du textile, je n'irai pas travailler. Et cinquième ingrédient, les vagues pour surfer. Et pas de requins, parce que je voulais aller en Namibie, mais c'était une période où il y avait des requins dans le sud de l'Atlantique. Et là, je me dis, le Guatemala, ça peut être sympa, parce que j'ai entendu parler d'une communauté qui ne parle pas espagnol, qui parle toujours le maya. Et ils font du textile, mais c'est plutôt de la broderie. Et moi, je m'intéresse avant tout au tissage et pas à la broderie. Donc, je sais déjà plus ou moins ce qu'ils font, ça ne m'intéresse pas. Et il fait beau. Et il y a plus de 10 heures d'avion. Donc voilà, tous les ingrédients sont réunis. Et arrivé à Guatemala City, donc la ville la plus dangereuse du monde, je me rends compte que, il y a ma curiosité anthropologique qui prend le dessus en fait. Pourquoi cette ville est-elle si dangereuse? J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir certaines choses. Donc avant de partir dans les régions mayas, je reste 4 jours sur place. Et je me fonds en fait à la population. J'ai un faciès qui me fait passer pour un Garifuna. Les Garifunas, c'est un peuple de nationalité guatémaltèque, mais qui vit sur la côte caribéenne et qui sont noirs. En fait, c'est des descendants d'esclaves évadés des îles de Cuba, etc., et de Jamaïque. Et les Garifunas qui sont à Guatemala City, souvent c'est des mendiants, c'est des SDF, personne ne les calcule. Donc je m'habille un peu en clodo et personne ne me calcule. Du coup, je me fonds dans la population et me rapprocher du quartier des Ocho, le quartier 18, où tout le monde est tagué, tout le monde est tatoué dans le visage. Et là, je commence à comprendre déjà pourquoi est-ce qu'il y a autant de violence. C'est un mix entre armes, drogue, mais drogue dure, et pyramide des âges très très jeunes. Vraiment des gamins à 13 ans, ils ne sont toujours pas finis dans leur tête, mais ils sont déjà déglingués chimiquement par la drogue et ils ont entre les mains des armes extrêmement faciles en fait, à s'en procurer. Et à cela, tu ajoutes les paramètres aussi, manque de ressources alimentaires et manque d'espace vital. Tu prends n'importe quel mammifère et tu le mets dans une zone où il manque d'espace vital, des humains ou des rats, ben ils sortent les dents, ils se mordent les uns les autres. Tu les espaces, tu leur donnes du temps pour respirer, tu leur donnes de l'air et de la ressource, ils collaborent et ils vivent en paix. Donc voilà, une fois que j'ai fait mon observation, c'est bon. Je me dis, ok, maintenant je prends les vacances et je me barre. Et là, je rencontre un anthropologue espagnol à Antigua, qui est aussi photographe, un photographe de talent, Santiago Albert. Et il me dit, mais attends, viens, je vais t'emmener voir les Cachiquel. Je dis, ben, ça tombe bien, c'est là-bas où je voulais faire un tour et ensuite partir à la plage et surfer pendant 3 semaines, ne faire que surfer. Et il m'emmène voir ces fameux Cachiquel, enfin c'est des Mayas qui parlent la langue Cachiquel, qui depuis 400 ans refusent toujours et encore, résistent toujours encore à l'envahisseur, refusent de parler espagnol, refusent de manger à la hispanique, refusent de vivre à la mode hispanique et préservent en fait leur patrimoine immatériel maya. Pas tout, parce qu'ils ont arrêté de sacrifier des humains quand il n'y a pas de soleil. Mais à part ça, voilà, ils ont réussi à maintenir vivaces leurs traditions, leurs us et leurs coutumes et leurs dialectes. Ça, c'est quand même assez rare, quoi. Et il a pu me retranscrire certaines choses. Il m'a emmené voir des cérémonies chamaniques, il m'a emmené voir des églises qui en fait n'étaient pas des églises, c'était des lieux syncrétiques où ça prenait la forme d'une église. L'intérieur avait pris la forme de toutes les idoles qu'on trouve dans des églises, la Sainte Vierge, Jésus, etc. Sauf qu'il m'a fait remarquer qu'il n'y avait aucune croix et qu'il n'y avait aucune idole reconnaissable. Donc il n'y avait pas de Jésus, il n'y avait pas de Marie, mais il y avait un mec avec une grosse moustache qui était en fait la version moderne, actuelle, contemporaine d'un dieu maya avec des dents, des canines qui sortent dans tous les sens. C'est un dieu ambivalent qui réalise aussi bien tes vœux bénéfiques que maléfiques en fonction des offrandes que tu vas lui donner. Et à l'entrée, tu voyais des chamans qui faisaient brûler des morceaux de cacao brut comme offrande et du café brut. Et il m'a ensuite fait voir des ex-voto
où tu avais à côté de la petite fille qui avait fait un dessin pour le remercier cette divinité de lui avoir permis d'obtenir son brevet des collèges, un ex-voto d'un chef de mafia qui le remerciait de lui avoir permis d'éliminer son rival dans le marché des narcotrafiquants. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, donc là, je suis très très loin de chez moi et je suis en train de découvrir un truc juste phénoménal. J'ai complètement oublié la plage, j'ai pas mis mes pieds sur le sable, j'ai oublié le surf et j'ai passé finalement 3 semaines sur place. Donc finalement, j'ai retrouvé le pourquoi du comment ce que j'ai fait tout ça. J'ai retrouvé mon plaisir de travailler qui a surpassé mon besoin de prendre des vacances et ça m'a 1000 fois plus reposé que si j'avais vraiment pris du repos et du divertissement, quoi. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote pour conclure sur le fait que mon travail en fait est un repos et que j'ai trouvé finalement le travail qui ne me donne pas l'impression de bosser, il y aura une bosse qui pousse dans le dos, mais vraiment de ne pas perdre ma vie à la gagner et de gagner ma vie en travaillant, quoi. Ok, c'est chouette. Merci. Merci à toi.